question ou deux. Je vais vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas, Sébastien Jolin, qui a fait sa formation au Haras de la Sens, d'abord en France et aux États-Unis. Il est spécialiste de l'éducation et de la rééducation des chevaux. Pour ceux qui viennent de temps en temps à nos conférences, vous l'avez certainement déjà vu. Pour leur conditionnement, par exemple, il était là. Et celle sur l'apprentissage en 2019, et encore une autre fois, je ne sais plus sur quelle thématique. Spécialisé dans le débourrage des chevaux. Vous avez vu tout à l'heure le dia avec l'annonce de notre prochain workshop, là, qui sera fin février, sur le débourrage, où il sera là particulièrement engagé. Il est responsable actuellement au Haras de Uz du pôle débourrage, et donc il participe au débourrage de beaucoup de chevaux. L'autre personne que je vais vous présenter tout de suite, parce qu'il interviendra tout à l'heure aussi, c'est Olivier Pulse, professeur et cavalier de compétition, ancien écuyer et coordinateur de la formation entraîneur au cadre Nord de Saumur, qu'il a quitté au mois de juin. J'ai bien appris. Diplômé en éthologie scientifique, passionné de psychologie équine, il prendra la parole tout à l'heure dans la présentation des chevaux. Et il est co-auteur avec Léa Lansade du livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, Comment le cheval apprend-il. Et maintenant, il a déménagé, il est en Bretagne. Voilà. Sébastien, je t'en prie. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler un petit peu plus de génétique, parce que ça me paraît important, et notamment sur le choix du cheval par rapport à l'utilisation qu'on en fait. C'est assez intelligent de regarder un petit peu ce qu'on achète en termes génétiques. On parlera un peu plus de morphologie aujourd'hui, mais en tout cas pour la partie génétique. Alors bon, j'aime bien ce truc-là parce que voilà, hein, les chevaux évoluent, et on les a fait beaucoup évoluer ces derniers temps, et ils évolueront encore. Pas forcément, comme l'a montré enfin, les 10-15 dernières années, pas forcément dans le sens de leur utilisation en termes de praticité. Donc c'est bien, moi je suis pas prêt de pas avoir de travail, c'est certain. Et c'est aussi un paramètre à prendre en compte quand, voilà, quand on veut faire du loisir. Alors le loisir, c'est pas si simple, parce que le loisir, souvent les gens me disent « Oh ben non, mais moi je veux pas faire grand-chose, un petit peu de CSO, un petit peu de dressage, un petit peu d'extérieur. » Finalement, c'est presque ce qu'il y a de plus compliqué pour moi à prévoir comment je vais éduquer le cheval, ou qu'est-ce que je vais lui montrer pendant son débourrage et un petit peu après, pour faciliter ça. Et je mis cette citation parce que c'est vrai que la génétique, ça reste la mémoire un petit peu de ce qui va se passer sur les générations d'après. Et alors l'avantage que j'ai au Haras de Uz, c'est que j'ai pu débourrer ou éduquer, rééduquer X chevaux de la même mère, X chevaux du même père, ou débourrer des fils issus de pères ou de mères que j'avais déjà débourrés. Donc je commence à avoir un bon panel de... c'est un labo vivant, quoi. Voilà, aide-moi, d'irritabilité. Irritabilité. Non, pas irritable. Il y en a qui sont irritables, mais donc voilà, bon, globalement, si je caricature, comment on est passé de ça à ça. Alors, en haut, hein, c'est la nature qui a façonné le cheval, c'est-à-dire que en fonction ils se sont adaptés à leur environnement, en fait, et de l'abondance de la nourriture, le fait d'avoir des steppes et d'avoir à se déplacer beaucoup plus, transformer un petit peu leurs pieds, hein, entre guillemets, et tout. Vous voyez l'encolure. Mais vous voyez l'encolure en haut et en bas. Et cette encolure, elle a eu tendance à s'allonger depuis le début, et elle a tendance à s'allonger encore, et elle s'allongera encore, je pense, du fait de notre sélection génétique. Mais si vous allez voir, on va peut-être faire un petit quiz pour ceux qui connaissent un petit peu les chefs de race. Est-ce que quelqu'un reconnaît celui-là? Exact. Furioso 2. Donc 1965, Furioso 2, c'est issu de pur sang. Donc là, clairement, c'est un cob normand. Hein. Donc faut pas oublier que les chevaux qu'on montait, et il n'y a pas si longtemps, hein, 1965, c'est pas vieux, hein, ils ne ressemblaient pas aux chevaux qu'on a actuellement, qui naissent et qui performent en tout cas, ou qui sont des chefs de race.
vous montrerai les 3 grands chefs de race des chevaux de sport, en tout cas, à la fin. Ibrahim, exact. 52. Donc ça, c'est des chefs de race qui ont construit le sel français et aussi les studbooks allemands qui ne sont pas privés de les utiliser. Alors là, j'en ai pas de photos, mais j'aurais dû en prendre justement, on en parlait des anglos. Savoir que l'anglo-arabe a quand même construit pas mal la race allemande aussi, notamment Macho, Inch'Allah, plus récemment Fanzi. Et ils recherchent toujours un apport de sang. Alors ils ont le Trakehner, qui est un petit peu l'anglo-allemand, et du coup qui a beaucoup de réactivité, et donc sûrement d'émotivité, parce que je pense qu'on peut relier les deux, non ? Donc voilà un pur sang de 46. Donc lui il ressemble un peu plus aux chevaux de sport modernes, on va dire. Et voilà un petit peu à quoi ressemblent les chefs de race maintenant. Alors il y en a un qui est un peu plus vieux. Allez. Ah, là c'est plus compliqué, c'est plus récent. Il y a des idées ? Alors celui qui saute, il est très très connu. J'ai pas trouvé de photo de modèle de ce cheval. C'est le meilleur reproducteur du moment en chevaux d'obstacle. Ça commence par un C. Ah non, j'espère pas lui qui va devenir le meilleur. Yes, Chaco Blue, 98. Donc lui un petit peu plus vieux. À droite, produit il va passer, je pense, numéro 1 sur les produits de complet. À ma grande surprise, c'est Diarado. Ah, ouais, dommage, j'ai donné. Ça, c'est Vitalis. Alors, c'est Johnson qui est actuellement en tête du classement des chevaux de dressage. Mais Johnson, j'avais pas une belle photo et il est un peu plus ancien. Vitalis, c'est un petit peu, je trouve, le cheval moderne du moment. C'est les modèles qu'on cherche. Assez court dans le dos, si vous regardez. Très fin dans les dessous et une grande encolure. Un petit peu comme Diarado, d'ailleurs. Et donc, il y a forcément une influence entre la mère et le père. Alors, j'ai mis deux photos là. Un bardeau en bas et une mule en haut. Et donc, ça, c'est l'effet maternel et l'effet paternel. Alors, les vieux éleveurs disent toujours, oui, 80%, c'est la lignée maternelle. J'en sais rien. Je sais pas si la science arrive à savoir ça. C'est un peu difficile à évaluer. Après, c'est vrai qu'avec l'expérience, je trouve que le côté maternel, en règle générale, marque plus que le côté paternel. Pourtant, ce qui a été montré dans les différentes études, c'est qu'on identifie très bien les pères, certains caractères liés au père. Maintenant, là, c'est sûr que si vous regardez les deux, il y en a un qui ressemble un peu plus à un cheval quand même. Donc, je me suis dit, c'est assez représentatif de ce que je pense. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vérifiable? Je ne sais pas. Là, c'est vraiment que mon expérience. Alors, vous parliez de Canturo. Là, moi, Canturo, j'en ai eu beaucoup en rééducation, souvent. Et c'est des chevaux, alors je ne sais pas pourquoi, mais où j'ai toujours les mêmes problèmes, mêmes problématiques. C'est tout ce qui est enfermement. Donc, les stalles de pansage, le camion... dès le moment où ils sont un petit peu serrés entre deux longes, le passage étroit, et ils sont hyper réactifs à ça, et tous les produits sont comme ça. Et il y a aussi un autre truc, c'est qu'ils font tous des encolures avec des gorges de pigeons. Donc quand ils sont inquiets et comme ça me facilite pas la vie. Donc ça, pour moi, c'est pas un très bon reproducteur. Par contre, il fait tous des sauteurs. Donc c'est pour ça qu'il est utilisé, malheureusement. Et on a... le problème, enfin vous allez voir, différents problèmes sur la sélection génétique. Alors, c'est quoi les critères de sélection qui nous ont emmenés à ce qu'on a actuellement? Alors, je l'ai mis, mais c'est pas le premier critère, malheureusement. Je l'ai mis parce que, par défaut, ils ont été sélectionnés mentalement, par exemple, souvent sur des studbooks ou des races de travail. On en parlait avec Olivier là, sur les Lusitaniens par exemple. Vu que c'était des chevaux de travail pour la tauromachie ou le bétail, ils étaient tous dans la cour. S'il y avait un entier qui était un petit peu couillon, ils lui coupaient la tête, ils ne se posaient pas de questions. Donc du coup, ils ont sélectionné directement
le mental aussi, et la praticité du cheval dans les tâches qu'ils avaient à faire au quotidien. Le Quarter Horse aussi à une certaine époque. Alors j'ai été aux États-Unis un petit peu et j'en ai vu pas mal des Quarter Horse, et vous avez de tout, hein. C'est très difficile de standardiser cette race aux États-Unis. Ou alors il faut dire, bah voilà, ça c'est un cheval de reining, ça c'est un cheval de roping, ça c'est un cheval de ranch, et ils n'ont pas vraiment du tout la même conformation. Mais voilà, c'est souvent les races qui ont été utilisées pour le travail. Alors on va me dire, mais oui, mais nous aussi on a travaillé avec les chevaux, hein. Mais on les a utilisés pour la traction, nous, plus. Et en Allemagne aussi, enfin sur les berceaux de race européenne en tout cas. Alors voilà, un critère génétique qui a pesé beaucoup dans la balance, c'est la morphologie. Alors la morphologie, mais pourquoi faire? Alors ça fait peu de temps finalement qu'on les sélectionne pour faire du sport, puisqu'avant ils étaient faits pour travailler dans les champs et pour faire la guerre. Donc dans les deux cas, il fallait porter. Et je rappelle aussi souvent, on cite souvent les grands maîtres, etc. Et leurs phrases sont souvent encore d'actualité, mais il faut bien penser que ce n'étaient pas du tout les mêmes chevaux qui travaillaient quand même, en termes justement de réactivité, de sang, de morphologie. Donc il y a des contraintes mécaniques qui sont un peu différentes et des contraintes de sensibilité aussi qui sont aussi différentes. Mais voilà, la morphologie, c'est la plus grosse chose. Alors, si vous voulez comparer, si je prends les deux extrêmes, je vais prendre un hanovrien et un lusitanien. Vous les mettez à brouter, vous regardez ce qui se passe. Un lusitanien, il est capable d'avoir ses 4 pieds dans ce carré-là et de manger l'herbe, sans problème. Un hanovrien, il va se camper pour pouvoir atteindre l'herbe et limite plier l'antérieur. Donc forcément, en termes de contraintes mécaniques et d'équitation, on voit tout de suite, juste en les regardant brouter, que ça ne va pas être du tout la même monte. On ne va pas pouvoir faire la même chose et ça ne va pas être les mêmes demandes non plus. Parce que le lusitanien va avoir l'arrière-main en place très facilement, alors que l'hanovrien va falloir le mettre beaucoup plus sous lui si on veut avoir un effet d'ensemble, un équilibre, etc. Et bien sûr, sur les capacités sportives maintenant, donc là c'est un peu plus moderne. Alors, comment on sélectionne un cheval sur les capacités sportives? Sur les performances, bien sûr. Sur le cheval de dressage, c'est sur l'élévation des mouvements, sur la rapidité de l'arrière-main, sur le fait qu'il soit rassemblé, qu'il ne laisse pas traîner le jarret. Et ça, vous pouvez le regarder. Il suffit de regarder des vidéos d'il y a même pas 20 ans, hein, et des vidéos actuelles, et vous allez voir qu'on a déjà plus le même cheval. Pour exemple, au Haras-de-Hus, le premier cheval avec lequel on a gagné à Saumur à 3 ans, si je le prenais maintenant et que j'allais faire la finale à Saumur, je serais bon dernier en 15 ans. Donc, alors qu'elle avait gagné haut la main. Donc il y a une évolution qui est très rapide, notamment en dressage. C'est pour ça que j'insiste sur le dressage, parce que je trouve que l'évolution des chevaux de dressage a été, en tout cas en France, fulgurante ces 15 dernières années. Et si vous regardez pareil, là, c'était les Allemands qui dominaient la discipline, maintenant plus les Hollandais, et vous regardez les Allemands et les Hollandais, on a des chevaux beaucoup plus fins en Hollande, greffés un peu plus haut, avec des dos beaucoup moins forts. Alors encore une fois, c'est ce qui, moi, fait que j'aurai encore du travail longtemps, c'est que forcément, un Hollandais, si vous le travaillez juste en mode présentation toute la journée, au bout d'un moment, il a mal au dos et il se met à être rétif, à se mettre debout ou à avoir des comportements qui ne sont pas souhaitables, mais dus forcément à cette mécanique-là. Alors que les Allemands ont des dos un peu plus solides. Et voilà. Alors c'est pareil pour les chevaux d'obstacle. On a un modèle qui commence à, on va dire, s'harmoniser en Europe. On a des studbooks qui deviennent plutôt européens maintenant. Et si vous comparez les chevaux que je vous ai montrés comme Furioso ou ces chevaux-là qui avaient des encolures courtes, des dos solides, l'avantage de ces chevaux, c'est que vous pouviez les monter un peu ouverts, un peu haut, vous étiez loin de pouvoir les détruire. Donc c'était pratique et ça faisait s'ils étaient bons, ils faisaient des chevaux de professionnels. Ils étaient moyens ou médiocres, ils faisaient des très bons chevaux d'amateurs, même de promenade, même de loisirs. Maintenant, ça devient très compliqué d'avoir un cheval qui va, s'il n'est pas doué dans sa discipline de prédilection, qu'on va pouvoir reconvertir. Ça devient de plus en plus difficile. Alors on en voit même des chevaux de course qui sont faciles à qu'on peut reconvertir,
D'ailleurs, il y en avait un hier qui était, j'ai trouvé beau. D'ailleurs, je l'ai dit, ça fait rire tout le monde, mais je dis voilà, il ressemblait plus à un cheval de sport qu'un pur sang, on va dire. Mais voilà, ça devient de plus en plus difficile de trouver des chevaux qu'on va pouvoir reconvertir à des choses plus faciles. Alors, les conséquences, j'en commence à en avoir un peu parlé, bah voilà, elles sont mentales, parce que quand on sélectionne un animal sur son physique, sa morphologie et ses capacités sportives, donc on va sélectionner quoi? La réactivité, la performance, donc pas forcément, c'est pas ce qui va nous aider pour le mental. Alors, les cavaliers me disent souvent, ouais, mais s'il est performant, ça veut dire que mentalement, il était quand même utilisable. Certes. Après, les performances qu'on demande à haut niveau, elles sont ni bonnes pour le mental, ni bonnes pour le physique. Et ça, c'est valable aussi pour nous, hein. Donc, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, il a réussi à faire ce niveau-là, donc il est utilisable. Par contre, il est sûrement pas utilisable par tout le monde. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas là-dessus qu'il a été sélectionné. Ça, c'est certain. Alors, est-ce que ça va faire changer avec tout ce qui se passe en ce moment, d'avis, les éleveurs? Je ne crois pas, en toute honnêteté. Alors, par contre, les performances, c'est sûr que, pour vous donner une idée, même sur les chevaux de course, alors ça, peut-être que tu as le chiffre, Gilles, mais sur les trotteurs, il me semble que le temps de ce qu'on appelle, nous, s'il a fait les temps, les 2 ans et demi, quand ils sont en France, ils sont testés. Je crois que le temps pour qu'ils soient pris aujourd'hui, c'est à peu près le temps que se gagnait le prix d'Amérique il y a 10 ans ou 20 ans. Oui, ça c'est possible, mais je ne connais pas le Ouais, chiffre exact. c'est Arnaud qui me disait ça. Ouais. J'étais assez Ouais, bon, mais étonné. les temps de qualification, ils dépendent de l'âge aussi, hein. Hmm. Mais c'est impressionnant comme quoi la performance est bien aussi sur le pur sang, hein, en termes même de kilomètre-heure. On a augmenté les kilomètres-heure. Alors le cheval d'obstacle, il saute pas beaucoup plus haut qu'il ne sautait avant, hein, mais il est plus maniable parce que les barres, c'est plus la même poids, hein, elles tournent vraiment très facilement et ça tourne beaucoup plus. Donc ils sont plus souples et ils arrivent à tourner plus facilement. En dressage, c'est pareil. Vous regardez les jeux d'il y a 40 ans, vous regardez le cheval de dressage, il y a le mouvement, il n'y en a pas beaucoup en fait. Il n'y a pas d'amplitude comme on voit là. Des jarrets qui montent à une hauteur, des genoux, etc. Ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est conséquences, on va dire, positives pour le sport. Par contre, malheureusement, on a aussi sélectionné des pathologies, notamment, on a vu hier avec le cheval noir qui était un petit peu neurologique derrière, qui avait du shivering. Donc ça, c'est des pathologies qui, indirectement et inconsciemment, ont été sélectionnées. Alors pourquoi? Parce que, alors je parlais plus d'ataxie un peu, on a le canal cervical où tout le message nerveux passe, s'il est un peu étroit ou s'il y a de l'arthrose ou s'il y a eu un traumatisme fall, hein, un coup par exemple, ça va pincer un petit peu le canal cervical. Et donc du coup, le cheval, il va être pas trop conscient de ses mouvements et l'inertie du mouvement va faire qu'il va ouvrir ses articulations un peu trop. Mais ça veut dire aussi qu'il va mettre l'antérieur plus loin, qu'il va élever les genoux plus haut. Et donc forcément, on aura sélectionné ce cheval parce qu'il est plus performant. Alors bon, maintenant, on en est un peu plus conscient de ça. Faut savoir qu'il y a maintenant des falls de dressage. C'est conseillé quand même de les laisser au box pendant 3 jours. Parce que si vous les laissez sortir et se déplacer tout naturellement, ils vont se faire des décrochements osseux parce qu'ils ont tellement de locomotion par rapport à l'ouverture de leurs articulations qu'ils vont se faire mal juste en bougeant. Donc c'est un peu dommage, mais c'est la réalité. Donc il y a ça, pour ne citer que ça, mais c'est pareil sur les bilans radio. Il y a depuis longtemps maintenant au HARA, nous on fait dos cervical systématique dès 2 ans avant qu'on les travaille sur les chevaux de dressage pour les raisons que je viens de vous citer. Mais maintenant, on commence à le faire sur les chevaux d'obstacle aussi, puisque forcément, ils ont été sélectionnés de la même façon et on commence à avoir des pathologies dorsales ou axiales qui sont contre-indiquées pour faire du sport, en tout cas qui vont être rédhibitoires pour faire des chevaux de haut niveau. Alors qu'est-ce qui se passe du coup? Ces chevaux qui ont des petites pathologies dorsales où on va se dire non, nous on va pas appuyer dessus parce qu'ils passeront pas le cap, mais par contre s'ils sont travaillés à peu près de façon convenable jusqu'à 4-5 ans, ils sont vendables et plutôt performants. On va dire sur un cheval d'obstacle, c'est 1m20, 1m30, 1m35 peut-être, 1m40. Mais du coup, l'arthrose va les rattraper à terme
Parce que sur les processus transverses, ils vont se développer un petit peu d'arthrose. Et du coup, ils vont commencer à avoir des défenses, puisque s'ils ne sont pas musclés en conséquence, et non seulement en termes de morphologie, comme j'ai expliqué pour les KWPN, si je prends les extrêmes, c'est souvent des chevaux qui vont s'arrêter ou qui vont poser des problèmes de comportement qui seront liés forcément à une douleur physique à la base. Donc ça nous emmène, et c'est pour ça que c'est intéressant un petit peu aujourd'hui de voir, de mêler un petit peu tous ces tests de tempérament dont Léa a parlé, de regarder un petit peu la morphologie et comment est fait le cheval avant son utilisation, et éventuellement si on a un petit retour génétique de tout ça, c'est aussi très bien pour avoir une idée de comment ils vont se comporter. J'ai eu la chance au Haras, encore une fois, de débourrer beaucoup de chevaux issus des mêmes pères, et je vois même génération après génération des traits de caractère qui restent après 4, 5, 6 générations. On sait qu'en épigénétique, les traumatismes sont largement transmissibles. L'environnement, forcément, on sait à terme qu'il est transmissible aussi, puisque sinon le cheval n'aurait pas évolué comme ça. Par contre, les bons apprentissages, pour l'instant, c'est pas prouvé, quoi. Donc ça, c'est un peu triste aussi, mais c'est comme ça. Donc, parce que si le cheval n'est pas stressé et qu'il apprend, comme on le disait ce matin, c'est pas lié à son tempérament. Est-ce que ça va être transmissible aux générations suivantes? J'en sais rien. En tout cas, moi, j'ai pas pu le vérifier sur les. Je vais peut-être débourrer 4 générations différentes. Par contre, j'ai une petite anecdote qui était sympathique. C'est, enfin sympathique, pas vraiment. On a eu Banda de Hus. Je sais pas si vous connaissez Banda de Hus, une jument qui a fait la Coupe des Nations. Elle a performé avec Kevin Stott et Grégory Watley. Et elle était un peu délicate, la jument, et surtout, elle était très difficile à tondre, tondre la tête, et notamment les oreilles, où c'était horrible. Donc, il fallait souvent la sédater pour ça, même si j'avais fait le travail. Alors bon, c'est pas moi qui l'avais débourré, la jument, j'avais eu un petit peu en rééducation. Par contre, j'ai eu plein de produits d'elle, après. Et donc, qui sont nés au Haras, qui n'ont pas eu de traumatisme, enfin, pas de vécu particulier, que j'ai débourré. Et quand ils arrivaient aux écuries, pareil, toujours le problème de tondre la tête et notamment les oreilles. Mâle, jument, tout confondu. Et on se pose la question, est-ce qu'on racheterait pas la mère de Banda? Parce que le frère de Banda avait été performant aussi, etc., etc. Et quand on a racheté la mère, on a vu que l'oreille était complètement coupée. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis dit quand même, est-ce que ce ne serait pas voilà, une conséquence et que ce serait transmis et qu'il y aurait eu un petit traumatisme sur l'oreille? Voilà, une question. Oh, pardon. Alors, des questions, est-ce qu'on fait maintenant avec Léa? Oui, le micro, il fonctionne, là, l'autre micro aux mains aussi? Ok, comme ça, vous pouvez répondre. S'il y en a, hein. S'il y en a. Oui, alors moi, c'est peut-être question, réflexion, peut-être pour Léa. Typiquement, la jument que j'avais hier, j'ai niveau émotivité, quand elle extériorise, j'ai l'impression que ça a moins d'impact que, par exemple, une séance comme hier ou autre, où elle est beaucoup plus sage, un peu crispée, où clairement je la vois le soir ou le matin, où je sens que ça a travaillé. Et alors que, par exemple, la première fois qu'elle a été au concours, pardon, et que ça s'est mal passé d'ailleurs dans le camion au retour, le concours s'est bien passé, mais c'était quand même sa première fois. Elle a été un peu surveillée par les vétérinaires et tout, la jument très sereine, très calme, comme s'il n'y avait rien eu, pas du tout d'impact en fait. Alors qu'une séance où elle paraît normale, enfin plus posée, ça a plus d'impact sur elle. Alors il faudrait un petit peu regarder ces séances, évidemment, là je réponds un petit peu dans le vide parce que je ne l'ai pas vu la jument. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il y a des chevaux, ils peuvent être, en fait, vraiment avoir peur, enfin voilà, ils ont vraiment peur, mais pratiquement rien montrer. Sauf si on les regarde vraiment très finement, peut-être que vous quand même vous voyez des signes, non ? C'est ça. Dessus, je le sens. Voilà, vous sentez, peut-être que si on prend un peu le salive contre son cortisol, finalement l'hormone de stress, peut-être que c'est très haut, mais il y a des chevaux, ils le montrent assez peu. Et c'est en fait la situation la plus délicate, je trouve, parce qu'on ne se rend pas tellement compte et on peut les pousser trop loin finalement. Et tout à l'heure, je faisais un petit peu le parallèle. Je vais prendre des races très différentes pour que ce soit très contrasté dans la tête de tout le monde. Je prenais l'exemple des races dites très froides. Ici, au Tyrol, vous avez par exemple les Haflinger aussi. Ben, c'est des chevaux
on croit qu'ils n'ont pas peur parce qu'en fait, ils ne bougent pas, ils ont un niveau d'activité très faible, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont un niveau d'émotivité très faible. Et souvent, c'est l'inverse, même ces chevaux-là, ils ont un peu d'arabe, etc. Ils peuvent avoir une émotivité très forte, et en fait, ils ne le montrent pas. Chez les ânes, on a ça aussi. Ils le montrent, si on n'est pas hyper attentif comme vous êtes, que vous ne sentez pas, vous regardez les expressions, les tensions, les yeux, peut-être sentir un peu le cœur même parfois, hein. Vous passez complètement à côté du fait que le cheval, en fait, il est en stress énorme, il ressent un stress vraiment énorme. Et on les pousse un peu, ou alors le lendemain, vous vous rendez compte qu'ils ne mangent plus. Et je trouve que c'est ces chevaux-là les plus difficiles. C'est pour ça que c'est super important de distinguer ce qu'ils expriment en bougeant. À l'inverse, on a le pur sang, il a peur, il va se mettre à galoper, ça se voit, on ne va pas le pousser trop, on va tout de suite arrêter, on va être plus vigilant. Mais ces chevaux-là, c'est vraiment intéressant la question, parce que ces chevaux-là, alors ils cachent rien, mais c'est pas volontaire. Mais on a du mal à détecter l'émotivité. On peut aller trop loin, les rendre rétifs ou altérer le mal-être. Je trouve que c'est intéressant comme question. On a ça chez les ânes aussi. Je ne sais pas si quelqu'un travaille un peu avec les ânes. Ils prennent sur eux. Enfin, ça c'est un peu du. Mais en fait, ils extériorisent pas ça. Ils sont pas actifs. Juste. Mais on voit quand même qu'ils ont peur. Et alors ils attaquent après, par contre. Ils vont pas forcément être dans la fuite, mais ils attaquent. Donc ouais, c'est intéressant. Et on avait eu un exemple là dans l'étude qu'on avait fait ensemble, notamment un Canturo d'ailleurs, qui était pour le coup bien fait celui-là, un mâle. T'es assez surpris parce qu'il montrait aucun signe, et vu on avait le cardio-fréquence-mètre en permanence, à chaque fois que j'emmenais le tapis, que je prenais le tapis, le cheval faisait un bond de cardio, mais il prenait 100 de cardio en plus en 2 secondes. Et on n'aurait pas eu le cardio-fréquence-mètre, je l'aurais pas su, franchement. Pourtant j'ai un peu l'habitude. Et en fait, il s'est avéré que quand j'ai vu le propriétaire au téléphone, ils avaient un peu essayé de le débourrer. Il ne m'avait pas trop dit. Mais le cheval l'a dit. Du coup, il n'avait pas un très bon souvenir du tapis, j'imagine. Mais c'était assez flagrant. C'est Alice qui me disait qu'est-ce qui se passe ? Parce que le cheval ne bougeait pas, j'avais le tapis à la main. Et le lendemain, du coup, on a fait un peu plus attention. Et effectivement, tant que je faisais rien qui correspondait à la selle ou tout ce qui était harnachement, il avait un cardio relativement normal. Et dès que je prenais le tapis ou le surfais ou quelque chose, et pourtant, lui, franchement, je voyais rien, quoi. C'est des chevaux au renforcement positif, souvent ils vont pas vouloir manger quand même. Oui, là on l'a vu hier, ça. Voilà, ça c'est quand même un signe. Un cheval, il mange, qu'il soit anorexique, mais un cheval, il mange tout le temps. S'il mange pas, c'est que le stress, il doit avoir effectivement le cœur qui bat très vite et tout le système. Où ils prennent très vite à manger, mais alors là, on est sur un réflexe automatique, je pense, d'ailleurs. En tout cas, oui, c'est intéressant d'affiner son regard, comme vous le faites, quoi. Mais du coup, comment gérer pour atténuer un petit peu ces... En fait, il faudrait réagir comme s'il était en train de fuir, comme si tout réapaiser, rediminuer les pressions, gratouiller. Après, c'est chaque cheval qui va répondre différemment, mais en tout cas, pas continuer à le pousser parce qu'il répond pas, quoi. Parce qu'il n'exprime pas. Faire comme s'il était déjà... Et ça veut dire aussi que le niveau de stress est trop élevé. Donc essayer de ne pas les mettre dans des circonstances où on sait qu'on ne va pas avoir d'apprentissage finalement. Parce que si, comme la courbe que Léa a montré, si le cheval est soumis à un stress trop élevé, on sait qu'on ne va rien en tirer de positif finalement. Alors bon, il est en mode automatique, tout va bien, il va faire son parcours tout seul, mais on ne va pas le faire progresser comme ça. Oui, mais là, on en a parlé hier, c'est exposer sans surexposer. Mais c'est pas facile, hein. Parce que tant qu'on l'a pas fait, on va le savoir. La jument, elle était moins exposée à un gros stress hier, par exemple, qu'à son premier concours, ou que des fois dehors, quand il se passe quelque chose, et puis qu'elle explose plus dehors. C'est ça, c'est que pour moi, on a pas alors c'est pareil, hein, Léa l'a expliqué. C'est-à-dire que vu qu'elle est moins exposée, elle est plus concernée mentalement. Ça va lui demander plus d'efforts parce qu'elle va chercher justement à accomplir ses apprentissages. Et donc le lendemain, et ça, il y a une étude qui montre que c'est bien plus positif si l'environnement est propice à l'apprentissage, de les travailler un jour sur 2, parce qu'ils assimilent mieux. Mais si vous avez un niveau de stress supérieur, on n'a peut-être pas l'impression que le lendemain, ils sont impactés par ça, mais aussi parce que ça leur a moins coûté en termes de concentration et d'apprentissage. Et je peux rebondir aussi, c'est intéressant pour tout le monde. Ce qu'on sous-estime souvent, c'est le stress juste après les phases d'apprentissage. En fait, quand on apprend, et après, il y a une phase, donc on comprend les choses là au moment, puis après, il y a une phase de consolidation. C'est pour ça que le lendemain, souvent, on se rappelle mieux de certaines choses. Il y a des choses qui sont oubliées, d'autres qui sont consolidées et qu'on garde dans la mémoire. Et en fait, le stress qui intervient pendant cette phase de consolidation a un rôle essentiel. Donc très pratiquement, vous faites votre séance, ça se passe bien. Si après, le cheval est stressé, il peut
de pas du tout consolider ce qu'il a appris. En gros, il n'a pas du tout progressé le lendemain. Donc les phases qui sont après, juste après, donc par exemple un poulain qui serait stressé par la douche, on vient de lui faire une bonne séance, après on le met à l'écurie, on le douche, on le stresse, on le remet dans le camion, on le fait des trucs stressants, ça va complètement mettre à zéro la séance d'avant. Donc ça, il faut y penser, les hormones de stress jouent pendant la consolidation. Ça sort un petit peu de votre question, hein, j'en ai juste profité. Non, mais c'est vrai. Et en plus, j'en ai eu rééduqué au début. Pendant 3 jours, il mangeait plus. Tellement c'était différent entre ce que je faisais et ce que les chevaux avaient fait avant et que ça leur coûtait. Et limite, le cavalier il me disait mais qu'est-ce que tu as fait avec le cheval? Alors que moi, j'avais pas l'impression d'avoir fait quelque chose de difficile pour lui. J'ai juste fait du travail au sol qu'il avait sûrement jamais fait, un peu de désensibilisation, des choses pour le relâcher plutôt. Et ouais, le cavalier revenait me voir en disant qu'est-ce qui s'est passé? Le cheval il est couché, il se couche jamais, il est épuisé quoi. Oui, encore 3 minutes. Café. En tout cas, j'ai trouvé que tout ce qui était le graphique par rapport aux conditions d'apprentissage, par rapport au stress, était hyper intéressant. Moi, j'ai justement une jument qui est pas franchement émotive, du moins pas en apparence. Par contre, elle est réactive. Elle est extrêmement réactive à son environnement et justement, j'ai beaucoup plus de facilité à la travailler dans un environnement extérieur où là, elle va être très allante, très énergique, très à l'écoute. Alors que par exemple, dans son environnement quotidien du carré, j'ai une jument très flegmatique que j'ai de la peine à motiver. Donc évidemment, justement, la récompense alimentaire joue un très grand rôle là-dedans. Mais comment est-ce qu'on arrive à amener du coup ce stress positif qui lui permet d'être dans un état d'esprit qui lui permettrait d'apprendre? Sur le carré, là? Ouais, sur le carré. Bah ouais, parce qu'il faut que ça reste tout à fait éthique. Oui, voilà, exactement. Non, mais je crois que vous avez la solution. Enfin, alors, j'imagine que quand vous faites de la compétition, Non, pas du tout. faut la travailler en extérieur, quoi, comme Olivier dit, hein, parce C'est- que Red, il était pas bon. Enfin, tu disais que en carrière, ça se passait pas très bien. Enfin, il était pas très. Je trouve que c'était plus sympa pour lui. Ouais. Oui, excuse-moi. Oui, en fait, l'environnement, du coup, le cheval est toujours aussi attentif à son environnement, mais s'il est en confiance, comme ça se passait avec Red, je trouvais plus sympa pour lui d'aller le travailler en dressage sur les pistes. Nous, à l'ENE, on a beaucoup de pistes en sable, donc les terrains sont super bons. Et je trouvais que pour lui, pour ses apprentissages, c'était plus intéressant. Ouais. Mais je suis tout à fait d'accord, c'est ce que je fais. Mais par contre, si on veut faire genre de la liberté, c'est plus là mon problème. Effectivement. Ah bah là, en liberté, peut-être du renforcement positif, Oui, ça voilà. va amener quand même pas mal de motivation. Et moi, je suis très d'accord avec Olivier. Comme je disais hier, les chevaux des bourrages, dès le moment où ils peuvent trotter dans le rond et que je sais qu'ils sont en confiance, on va dehors. Et il y en a presque qui voient 2 fois le manège avant de partir chez leur propriétaire. Et mes étudiantes, à chaque fois, ils sont là, mais tu l'as pas travaillé dans le manège? Tu l'as pas travaillé dans le manège? Je dis, ouais, pourquoi? Le cercle, la mise sur la main, la jambe intérieure. Pas de problème, ça s'apprend dehors sur la ligne droite, ça, c'est pas un souci. Le cercle, il s'apprend sur la ligne droite, il n'y a pas de problème. Et en fait, elles ont vu, elles étaient un peu surprises que quand on a fait 2 semaines d'extérieur, si je vais dans la carrière, je fais un cercle, je fais ce qu'il faut. Et du coup, le cheval reste plutôt motivé et c'est normal pour lui. Alors que de répéter la même chose dans un environnement qui n'est pas très riche, il va falloir que j'ai un petit peu plus l'impulsion. Donc du coup, je vais être obligé un petit peu de le forcer à aller devant moi. Et en plus, tout est d'apprentissage en débourrage, donc c'est plus difficile, quoi. En fait, c'est ce que vous faites déjà, le renforcement positif en liberté. Oui. En plus, les chevaux pas émotifs, je l'ai pas dit, mais alors le renforcement positif pour eux, c'est le mieux, quoi. Ah, chez elle, ça a été révélateur. Voilà. Donc en fait, c'est exactement ce que vous faites, je crois. Vous avez en fait la courbe, vous l'avez déjà en tête, quoi. On peut rien faire de mieux, quoi. J'ai l'impression que c'est. Non, mais c'est bien. C'est ça l'idéal, quoi. Merci beaucoup. Se conforter dans ce que vous faites déjà. Ok, merci beaucoup. Pour les 5 qui présentent leur cheval.